également mis à disposition à la sortie, pour celles et ceux qui ne l'ont pas eu hier, des numéros de la revue L'Actualité Poitou-Charentes, qui est une revue de culture scientifique éditée par l'Espace Mendès France. Et c'est un numéro donc, qui est devenu L'Actualité Nouvelle-Aquitaine, mais c'est un numéro à l'époque qui témoigne de du travail fait à partir de cette exposition. Donc hier, nous avons davantage parlé de l'histoire des archives des camps d'internement, puis des Juifs sous l'occupation à Poitiers. Et aujourd'hui, nous reprenons, donc toujours avec Sylvain Potier-Leroux, pour le point focal UNESCO pour la ville d'Angoulême, Paul Lévy, historien spécialiste de la Troisième République, qui a travaillé notamment à propos des Juifs sous l'occupation et du camp d'internement de la route de Limoges. Et nous accueillons Tony Bauer, qui est président de l'Association nationale des victimes et des familles de victimes tziganes de France. Donc ça va aussi ouvrir une autre perspective par rapport à cette histoire des camps d'internement, puisqu'il n'y avait pas uniquement les Juifs qui étaient internés, mais vous l'aurez compris, enfin on en a un peu mentionné hier, les Espagnols qui ont fui sous la guerre d'Espagne, les réfugiés espagnols, et les Tziganes qui ont été internés parmi les premiers. Donc je cède la parole. Merci et puis bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux pour cette deuxième conférence. Alors, il a été résumé la première conférence de la veille. Je vous conseillerais peut-être aussi de voir un petit film qui a été présenté hier, un film très émouvant qui a été fait par la directrice de l'école Coligny-Cornet avec l'ensemble des élèves qui ont participé à ce projet. À partir du cahier d'appel de l'année 1941-42 de l'école de filles. Et vous pouvez Google, enfin vous allez sur YouTube et vous le trouvez. C'est un très beau film qui a été très émouvant, qui retrace vraiment l'histoire de la famille Friedman, qui étaient des Mosellans qui sont arrivés à Poitiers pendant la drôle de guerre, et qui sont restés jusqu'en 1942. Donc ça fait vraiment partie de la vie quotidienne des Juifs à Poitiers pendant ces années difficiles, et avec un travail qui a beaucoup impliqué les jeunes écoliers. Donc je vous le conseille, à voir ce film. Donc tout à l'heure, Daniel Ofnoum, qui est le président de l'association Mémoire et Vérité, nous fera la conclusion de cette journée, parce que c'est l'association Mémoire et Vérité qui organise cette double conférence et qui, en lien aussi évidemment avec les archives départementales de la Vienne, et donc l'exposition a été signalée, sera présentée jusqu'au 25 septembre, et donc elle est évidemment à voir avec beaucoup d'attention. Donc je remercie évidemment aussi toutes les autorités qui ont participé à la réalisation, qui ont permis la réalisation de cette double journée. À savoir monsieur le préfet de la Vienne, Jean-Marie Girier, puisqu'il il a accordé au patronage pour cette manifestation, et puis évidemment Alain Pichon, le président du département de la Vienne, puisque les archives départementales, on l'a vu hier, ont fortement participé à ce travail. Puis évidemment Didier Moreau et toute son équipe qui est très impliquée là aussi pour nous accueillir dans les meilleures conditions hier et aujourd'hui. Donc moi, je suis désolé, je vais me répéter un petit peu, mais voilà, je voulais commencer par une citation, et cette citation, mais en fait, peut-être que certains la connaissent déjà. Les guerres naissent dans l'esprit des hommes et des femmes, et c'est dans l'esprit des hommes et des femmes qu'il faut élever les défenses de la paix. Et donc cette citation, mais c'est tout simplement la première phrase de la déclaration constitutive de l'UNESCO. Donc c'est une institution onusienne que beaucoup connaissent, évidemment. On y attribue des valeurs positives, puisqu'elle travaille beaucoup sur la conservation du patrimoine naturel, le patrimoine immatériel. Mais l'UNESCO travaille beaucoup aussi sur la science et l'éducation. Ce sont des valeurs très importantes. Et comme toutes les agences onusiennes, elles travaillent évidemment pour la construction de la paix universelle. Et donc moi, je voulais continuer par cette idée que la connaissance mutuelle des peuples et des individus
et le terreau même de la construction de cette paix universelle. Et c'est en quoi le travail de mémoire est fondamental. On l'a vu hier, hein, le travail des archivistes et des historiens est important pour que le plus jamais ça puisse s'appuyer de génération en génération sur des faits historiques intangibles et indiscutables. Donc la mémoire directe des hommes et des femmes qui ont pu être témoins, voire victimes des grandes catastrophes de l'humanité, complète de manière indissociable la recherche historique menée par les chercheurs. Alors dans le contexte actuel qui est le nôtre, la disparition progressive des générations les plus anciennes qui ont été contemporaines des faits devient un sujet d'attention particulière pour que perdure la mémoire collective. Et il faut aussi avoir en tête que les plus grandes catastrophes ne sont pas forcément elles n'ont pas forcément lieu dans des contrées lointaines et elles ne sont pas forcément commises par des populations qui sont culturellement éloignées de la nôtre. Alors dans le sujet qui est le nôtre, c'est de voir comment dans une ville moyenne comme Poitiers, qui était forte de 45 000 habitants à l'époque, on a pu se retrouver côtoyés, impliqués involontairement dans une des premiers maillons de l'une des plus grandes atrocités du XXe siècle, et puis même peut-être de l'histoire de l'humanité même en général, commise par le régime nazi, à savoir la solution finale. Comment de nombreux points de vent ont pu être témoins dans les rues, dans les immeubles, dans les écoles, on l'a vu hier, du sort qui a pu être réservé à des êtres humains pour le seul fait de leur religion, de leur opinion politique, de leur origine ethnique, on va le voir tout à l'heure, de leur orientation sexuelle. Alors, ce qui semble être aujourd'hui une évidence doit être néanmoins rappelé régulièrement, sans cesse, malheureusement, car la nature humaine est faible et la mémoire fragile. Donc le devoir de mémoire est ainsi un devoir, un véritable devoir avec un D majuscule, pour le profit des générations à venir. Donc, on le voit encore aujourd'hui avec des propos issus d'une certaine classe politique, hein, ou encore par le recul de certaines avancées sociales, en particulier, je pense aux droits des femmes, par exemple, dont des retours en arrière ne sont jamais impossibles. Une loi peut toujours être changée, une constitution peut toujours être modifiée, donc rien n'est jamais acquis. Donc il faut toujours être vigilant sur tous ces aspects-là. Donc sans plus attendre, je voudrais passer la parole à nos deux témoins de la journée. Donc évidemment le professeur Paul Lévy, qui est historien, qui a été directeur de recherche à l'université de Poitiers, et donc Tony Bauer, qui est le président de l'association nationale des victimes et des familles de victimes tziganes de France. Vous avez la parole, messieurs. Bon, je suis le fils de M. Bauer. On m'entend là? Oui, très bien. Voilà. On m'a donné la parole. Bon, moi je vais y arriver, je n'ai pas tellement l'habitude. C'est pour dire qu'à Poitiers, c'était pas un camp de vacances, c'était pas un camp de transition. Très dur à dire. Oui. Faut pas dire camp de concentration, faut dire camp de vacances, transition. Comme à Montreuil-Bellay, à Giorgio, je cite des camps que mon père a fait, que je connais très très bien. Poitiers, je connais, j'étais toujours à côté de mon père. Je connais très bien, mais je connais un peu plus Montreuil-Bellay. Mais à Poitiers, on va peut-être y revenir tout à l'heure. Puis je fais toujours la demande d'une recherche. J'ai mon grand-père. C'est un homme costaud, vraiment un homme costaud. Il vendait des chevaux. Il se mettait sous un cheval, il levait. C'était vraiment un homme fort. Et à Poitiers, je ne sais pas, il y a une altercation, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Mon grand-père, il a disparu. Et j'ai fait des recherches, on ne sait pas ce qui s'est passé. J'ai demandé à M. Kless, pas mal de personnes, on ne sait pas. Et je demande toujours, et puis pas de réponse. J'ai bien connu Mme Combeau, le père Fleury, c'est un bon souvenir, sans être un bon souvenir, parce qu'on était très pauvres. Hein. On était dans les caravanes, mais vraiment la misère. Et monsieur Fleury, le père Fleury, quoi,
À Noël, on avait des petits jouets, ils nous emmenaient des gâteaux. Mais c'était vraiment un homme merveilleux, monsieur Père Fleury. Oui. Vraiment, j'ai une mémoire après lui. Voilà. Et puis bon, après, on va me demander d'autres choses, mais je me suis présenté. Et le micro n'a pas marché, c'est pas grave. Voilà. Ça marche très bien. Bon. Bien. Donc, je vais aborder donc, la question des tziganes avec l'histoire, bien sûr, du camp. Oui, oui. Même fonction, voilà. Donc, je vais aborder la question des tziganes en abordant l'histoire du camp, puisqu'il y a plusieurs phases, comme vous le savez, dans cette histoire du camp. Mais je vais d'abord vous envoyer donc le... Voilà. Donc, avant d'aborder l'histoire du... Est-ce qu'il y a un problème? Plein écran. Ah oui, plein écran, d'accord. Voilà. Je n'avais pas vu derrière moi. Parfait. Non, alors on va redescendre. Voilà. Donc je voulais aborder le contexte. Comment sommes-nous arrivés d'un État démocratique? Comment sommes-nous arrivés à cette situation-là? Et dans le contexte, d'abord le krach boursier d'octobre 24, du 24 octobre 1929, eh bien, crée une crise économique mondiale qui entraîne des millions de chômeurs. Et donc, nous avons ce chômage qui se répercute dans différents pays, dont en Allemagne, et il va provoquer, entre autres, il va provoquer l'accession, le 30 janvier 1933, d'Adolf Hitler au pouvoir. Et on peut dire qu'il y a à la fois cette crise, mais en même temps, il y a aussi les difficultés rencontrées par la République de Weimar, qui n'a pas su régler cette crise et qui, finalement, va être emportée par la poussée de l'hitlérisme. Et puis, dans cette période aussi, nous avons la guerre d'Espagne. Vous avez toute une série d'événements qui s'enclenchent. La guerre d'Espagne, qui est provoquée par la rébellion du général Franco. Je rappelle que c'est un gouvernement élu démocratiquement qui est renversé par un coup d'État. Et Franco est soutenu par Hitler, qui, lui, combat la République. La République est le gouvernement naturel de l'Espagne, et la défaite des Républicains va les conduire à franchir les Pyrénées et, bien sûr, arriver en France. Et nous verrons tout à l'heure comment ils sont arrivés à Poitiers. Alors, parallèlement à cette situation, donc la crise boursière, la montée d'Hitler, la guerre d'Espagne, il y a toute une série d'atmosphères, ce sont les années tristes, les historiens appellent ça les années tristes, elles sont difficiles, et nous avons donc la montée de l'antisémitisme, la xénophobie. Alors, pendant l'affaire Dreyfus, cet antisémitisme, donc la fin du 19e, tout début du 20e, surtout la fin du 19e, l'antisémitisme s'est manifesté avec une grande violence. Et pendant la Grande Guerre, au nom de l'Union nationale, eh bien, cet antisémitisme s'est calmé. Mais de nouveau, il va se manifester dans les années 20. Effectivement, on est encore dans cette Union nationale, le bloc national. Nous sommes encore dans ce contexte-là. Mais avec la crise économique, les Juifs sont rendus responsables. Voilà. Au Moyen-Âge, il y avait des épidémies de peste, les Juifs étaient responsables. Voilà. Et là, il y a donc une crise économique, les Juifs sont responsables, et nous avons là une nouvelle montée de l'antisémitisme qui est exacerbée avec la nuit de cristal en Allemagne. Et donc, la nuit de cristal, eh bien, il y a donc des échos en France. Et donc, certains ici eh bien, ont plus de courage pour manifester leurs sentiments antisémites et xénophobes. Voilà. Voici un petit peu le contexte. Et on crée des camps en France, justement, parce que la République, soi-disant, se sent menacée. Et c'est un gouvernement de la Troisième République, pour laquelle j'ai beaucoup travaillé, et qui m'a déçu justement à partir de 1938, qui finalement crée ces camps. C'est le gouvernement d'Aladier, le 12 novembre 1938, et qui préconise, vous avez exactement la citation, l'internement administratif des étrangers en raison de leurs antécédents judiciaires et de leurs activités dangereuses pour la sécurité nationale. Donc tous les républicains qui sont battus pour défendre la République sont finalement des personnes dangereuses pour la sécurité. Voilà donc le contexte. Les nombreux républicains donc traversent donc les Pyrénées.
ils se réfugient dans la frontière française, donc dans le Languedoc, et certains sont répartis à travers les camps du Sud-Ouest ou les villes du Sud-Ouest. Et bien sûr, alors les grands camps, c'est Argelès-Gazost, Saint-Cyprien, c'est des camps infâmes, et certains sont envoyés vers Poitiers. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien Daladier, je ne sais plus quels sont les ministres de Daladier qui sont là, on ne les voit pas tous. Et ils arrivent à Poitiers. Et à Poitiers, on les place, ils arrivent dans les premiers mois de 1939 à Jean Massé. Jean Massé, c'est une photo que j'ai prise il n'y a pas très longtemps. Jean Massé, c'est un ancien hospice ou hôpital qui a été transformé à l'époque de Jacques Centraux. Et pour cette transformation, je crois que la mairie de Poitiers avait eu un prix sur l'architecture européen, très important. Et aujourd'hui, ce sont des logements d'habitation, sociaux ou peut-être pas. Mais à l'époque, donc, c'était quelque chose d'infâme. J'ai des descriptions, il y avait des rats, des souris. Et donc, on a pensé qu'il fallait mettre les Espagnols à cet endroit provisoirement. Mais effectivement, l'administration, pendant que les Espagnols se trouvent dans ce bâtiment, l'administration part en quête d'un terrain afin de mettre des baraquements. Et Argelès-Gazost et Saint-Cyprien ont dû inspirer l'administration préfectorale. Et ils sont dû en faire pareil. Et donc, ils ont cherché des terrains. Et ils ont trouvé un terrain sur la 147, la route de Limoges, qui est en dehors de la ville. Il ne faut pas mélanger les dangereux républicains avec les pacifiques poitevins. Donc, on les a mis sur un lieu-dit qui s'appelle le fief du Pied-de-Mar. Voilà. Bon, il y a beaucoup de lieux-dits. Quand on voit le cadastre, il y a toujours des lieux-dits. Moi, j'habite à la campagne, qui s'appelle le Bouirassou, c'est-à-dire le marécage. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que veut dire le fief du Pied-de-Mar. Donc, à partir du 1er octobre, les baraquements provisoires sont achevés, dont ils sont arrivés au début de l'année 1939. Et en octobre 1939, les Espagnols entrent dans ces baraquements qu'ils achètent d'aller de mettre en place, parce que certains baraquements n'étaient pas totalement achevés, donc ils continuent à les mettre en place. Ils ne sont pas véritablement internés. Ils peuvent entrer et sortir librement. Ils sont dans ces baraquements. Et les enfants vont à l'école, justement, Coligny-Cornet, c'est-à-dire l'école que dirige aujourd'hui Patricia Duchadeuil. Voilà. Et ils rentrent le soir. D'ailleurs, c'est pas très loin. Ils descendent la grande rue de Poitiers. Et le camp est surveillé par quelques gendarmes, mais les gens vont et viennent sans problème. Voilà. Donc après les républicains espagnols, nous avons d'autres catégories d'internés. Nous avons, d'abord, nous avons l'avancée des Allemands, l'avancée allemande du 10 mai 40, la mise en place du régime de Vichy. La France est divisée, on dit toujours en 2 zones, en fait, il y a 5 zones, mais la grande zone, c'est la ligne de démarcation. Ensuite, on a d'autres zones au nord et à l'est de la France. Et les littoraux appartiennent, on a vu la carte hier, tous les littoraux, donc l'Atlantique, la Manche, sont sous le contrôle allemand. Et les Allemands, en ce qui concerne les départements de la Gironde et des Landes, demandent à tous les étrangers de quitter cette région et demandent aux préfectures de les déplacer dans d'autres départements. C'est ainsi que les Juifs lorrains, alors ce ne sont pas les Juifs de Metz, mais ceux de Nancy, les Nancéens, les Juifs de la Meurthe-et-Moselle et les Tziganes sont évacués de ces régions-là et arrivent dans le Poitou et arrivent aussi en Touraine, au camp de Mont, et arrivent dans le Poitou. Alors, il y a environ 1600 personnes, parmi lesquelles nous avons environ 350 Tziganes. Alors, tous sont assignés à résidence dans des villages. Et quant aux Tziganes, la présence des Tziganes inquiète. Les Juifs sont dans des villages, dans des bâtiments désaffectés, des logements désaffectés. Les Tziganes inquiètent, on ne sait pas où les mettre.
Et nous avons un brave gendarme, je ne citerai pas son nom, qui trouve qu'effectivement, c'est un commandant de compagnie qui dit qu'il faudrait les mettre dans un endroit fermé, parce qu'effectivement, ils posent problème. Alors ils appellent la meilleure solution serait de transférer les bohémiens, donc ce n'est pas tziganes, les bohémiens, au camp du Richard, soit en Indre-et-Loire. Le camp du Richard, me semble-t-il, est déjà plein. Donc finalement, l'idée vient à l'administration de les mettre dans le camp de la rue de Limoges. Donc ils sont dans le camp de la rue de Limoges en décembre 1940. Donc voyez-vous, pratiquement, ils sont restés 2 jours sans avoir de lieu précis. Et ensuite, ils sont transférés directement, tous rassemblés au camp de la rue de Limoges. Alors, qui sont ces tziganes? Eh bien, ils sont principalement, d'abord, ils sont français à 90%, hein, donc ils sont nés en France, ils sont français. Il y a beaucoup d'enfants, il y a énormément d'enfants, pratiquement plus de la moitié sont des enfants, et on le voit à partir des catégories pour les cartes d'alimentation, c'est comme ça qu'on a pu les répertorier. Et vous avez, par exemple, sur les 300, j'ai dit 300, oui, ils sont un peu plus, ils sont à peu près 400 à la fin, et vous avez 73 enfants sur les 400 qui ont moins de 3 ans. Donc c'est une population très jeune, et avec beaucoup d'enfants, et beaucoup de femmes aussi. Voilà. Donc ces tziganes sont donc internés. Alors on a vu les bohémiens pour le capitaine, commandant de la compagnie. On les appelle aussi les Romains Michel. On les appelle aussi les nomades. Et en fait, nous allons les appeler les tziganes, puisque c'est l'appellation officielle de... oui, alors allez-y. Vous pouvez m'interrompre sur cette question-là. En 1993, c'est Jacques Chirac qu'on a obtenu le mot Jean du voyage. Et je suis fier de le dire. Jean du voyage. Pas nomade, il n'y a pas de chameau, il n'y a rien. Jean, vous avez l'expression de votre papa, quand j'ai utilisé le terme nomade, il m'a dit on n'a pas des chameaux, donc on n'est pas nomade, on n'est pas dans le désert, tout à fait. Oui. Bon, je tiens à le dire, voilà, je vous laisse parler. Je vais vous couper. Donc, non, mais à ce moment-là, nous sommes dans ce contexte des années 40, donc arrivent les lois, bien sûr, antisémites, comme vous le savez. Dès la première ordonnance allemande, c'est en 27 septembre 1940. C'est elle qui ordonne le recensement des Juifs, et sont reconnus comme Juifs tous ceux qui appartiennent à la religion juive ou possèdent 2 grands-parents juifs. Voilà. Donc, certains sont retrouvés juifs alors qu'ils ne savaient pas. On a comme ça quelques poètes bien connus, quelques artistes et quelques personnalités. Je dis souvent, quelqu'un comme l'ancien président de la République aurait été arrêté à cette époque-là. Notre ami, je cherche son prénom. Sarkozy, bien. Alors, au recensement du 20 octobre 1940, on répertorie dans le département de la Vienne 836 juifs. 836 juifs, dont plus de la moitié sont français. Voilà. Alors ces juifs, finalement, sont répertoriés, donc on sait maintenant qui est juif. Excusez-moi, j'ai un problème avec les pages, c'est bon, la numérotation des pages. Donc on sait qui est juif, on sait où ils habitent, on sait qui ils sont, donc pas de problème. Nous l'avons vu hier que ces juifs sont en grande majorité, ces 836 juifs sont des Messins, ou des Mosellans, qui ont été évacués selon les lois de l'état-major, les règlements d'état-major, et font partie des 54 000 Mosellans qui ont été évacués de notre département. Donc, il y a eu l'arrêté de recensement des Allemands, mais alors ce qui est plus important et plus grave, c'est déjà pas mal de répertorier quand même, du point de vue ethnique et religieux, mais le 3 octobre 1940, il y a le statut des Juifs. Le statut des Juifs qui exclut les Juifs de nombreuses activités et fonctions publiques et privées.
petit problème. Voilà. Bien. Donc, les Juifs sont internés, enfin, ne sont pas internés, ils sont assignés à résidence. Et après cette loi concernant le statut des Juifs, nous avons une vie des Juifs qui est très difficile. Ils n'ont pas droit de sortir à certaines heures. Il faut qu'ils changent de trottoir quand ils ont certains trottoirs sur lesquels ils sont autorisés à fonctionner, à marcher, pardon. Ils ont également interdiction d'écouter la radio. Ils ne vont aux courses que quand il est plus de 10 heures, c'est-à-dire quand les magasins déjà n'ont plus de victuailles. Hein, donc voilà. Et ils sont finalement assignés à résidence en France, enfin dans notre département. Et cette situation va encore empirer puisqu'à partir du 15 juillet 1941 commencent les arrestations des Juifs dans le département. Et on va les mettre bien sûr dans le camp de Poitiers et ils vont y être internés à partir du 15 juillet. Et voici le recensement des Juifs. Ils sont en octobre 376. 367 Juifs internés dans le camp et ils vont rester là jusqu'à juillet 42 où il y aura les déportations massives. Alors, on a comme ça des Juifs internés, on a des internés, donc il y a le camp de Mont aussi où les Nancéens sont internés, le camp de Mont près de Tours, il y a d'autres camps où les Juifs sont internés. Et là, les Allemands se posent la question, qu'est-ce qu'on fait de tous ces Juifs? Ils vont donc à Wannsee, dans la banlieue de Berlin, se réunir le 20 janvier 1942. Et là, les responsables nazis décident d'organiser la destruction des Juifs d'Europe. Et les camps de concentration qui sont dans la partie est de l'Europe, notamment en Pologne, sont transformés en camps d'extermination et bien sûr avec des chambres à gaz et des fours crématoires. C'est le cas le plus symbolique, c'est le cas d'Auschwitz-Birkenau. Alors il faut savoir que on est donc en juillet 41, donc les rafles massives ont commencé en 42, c'est vrai, mais on a comme ça des rafles dans certaines régions, dont Poitiers, et les grandes rafles sont organisées à partir de juillet 1942. C'est la rafle, bien sûr, du 16 juillet, qui se déroule bien sûr à Paris. Et la route de Limoges sont internés à ce moment-là 700 Juifs. 700 Juifs, on me dit, mais ils étaient 800. Eh bien, vous avez ceux qui sont arrêtés sur la ligne de démarcation. Il y a ceux qui sont arrêtés parce qu'ils n'ont pas obéi au règlement édicté par la préfecture et surtout par les Allemands, les trottoirs qui leur sont réservés, les heures de sortie, la TSF, etc., les emplois aussi, le port de l'étoile. Donc, dans la mesure où ils n'ont pas respecté ces règles, ils sont arrêtés et transférés dans le camp. Mais c'est surtout la ligne de démarcation qui fait que nous sommes passés de 800, 700 plus 300, ça fait déjà 1 millier de Juifs internés. Alors, je dois dire qu'à la suite des interventions du rabbin Elie Bloch, et je l'ai dit hier, mais je vais le répéter, c'est à partir des rafles du 16 juillet 1942 que le père Fleury se met au service du rabbin. Ils avaient bien sûr des relations, puisque le père Fleury était l'aumônier des Tziganes. Le rabbin était l'aumônier des Juifs évacués dans le Poitou et bien sûr après des Juifs internés dans le camp. Donc ils se connaissaient, mais à partir du 16 juillet, vraiment, ils se mettent au service. Et là, tous les deux vont travailler de concert. Et Régine Bredig, qui était la secrétaire du rabbin que j'ai consulté en Israël, à Jérusalem, habité à Jérusalem, m'a dit vraiment, il y avait entre eux une complicité totale, une amitié totale et très étroite. Et le rabbin et le père jésuite, eh bien, étaient très proches et agissaient ensemble. Alors, dans ce camp de Poitiers, nous allons avoir, bien sûr, les gens arrêtés à Poitiers, mais nous allons également retrouver tous les Juifs internés à Niort, puisque la région représentait à l'époque 5 départements, les 4 actuels, les Deux-Sèvres, la Charente-Maritime, une partie de la Charente, puisqu'il y a une débarcation, la Vienne, et nous avions également la Vendée. La Vendée faisait partie de la région
occupé donc par les Allemands. Et donc ce camp va servir eh bien, de rassemblement de toutes les arrestations dans la région, sauf à quelques exceptions, la rafle d'Angoulême. Les Juifs d'Angoulême vont être mis dans des wagons. Ils attendront que les Juifs du camp soit à leur tour regagnent le train. Ils vont mettre les deux trains, les rattacher, et tous les deux trains vont rejoindre Drancy. Alors nous avons aussi, donc voici pour les premiers internements des Juifs. Ensuite nous avons en 1944 arrivent les internements des femmes politiques. Nous avons avant nous avons une prison civile, on l'a évoqué hier. Alors peut-être revenir sur le camp, le plan du camp. Voilà, non, c'est le début. Voilà, c'est bon. Donc, une prison est créée, une prison civile. On l'a vu, c'est le groupe Renard. Quand le groupe Renard est arrêté, la prison, donc ils sont internés à la prison de la Pierre-Levée, et on vide la Pierre-Levée et on prend quelques internés de la Pierre-Levée que l'on met dans la prison qui se trouve dans le camp de la route de Limoges. On trouve surtout des indésirables, ce n'est pas une désignation très précise, des marchés noirs et quelques droits communs qui se trouvent dans ce camp. Ensuite, je reviens donc à Voilà. Donc nous avons vu l'arrivée des Espagnols, l'arrivée des Tziganes, la création de la prison, les internés juifs, et en janvier 1944 sont transférés du camp de Mons, que j'évoquais tout à l'heure, sont transférés des militantes politiques. Les militantes politiques sont transférées à Poitiers, et pour faire de la place, les Tziganes sont transférés à Montreuil-Bellay. On déplace les Tziganes vers Montreuil-Bellay, qui est le grand camp de rassemblement des Tziganes de toute la région. Allez-y. Mais il y avait aussi des femmes de joie, hein, et beaucoup de clochards. Et on confondait tous les clochards, Tziganes. C'était un peu dégueulasse, franchement, hein, à cette époque. Moi, mon père, il avait 10 ans, et ma grand-mère, il y avait tout. Ils m'ont souvent expliqué, et mon père disait mange. Parce que Poitiers crevait la faim aussi, là. Hein. C'est pas un camp de vacances, Poitiers. Hein. C'est comme tous les camps, malheureusement. 10 ans, ils avaient des poules, ils avaient la vermine, ils avaient pas de chauffage, ils n'avaient rien, mais c'est en plus, ils étaient français, et c'est les Français qui leur faisaient du mal. Bon, je viens d'en dire un peu. C'est vrai, ça paraît pas très logique, mais on est dans un contexte très particulier. Tout à fait. Donc, si vous voulez, ces femmes sont en majorité des femmes politiques, militantes communistes ou sympathisantes communistes, qui sont internées sur la route de Limoges et qui viennent de Mons. Elles ne sont pas toutes de la région. On a beaucoup de la région parisienne. Elles sont aussi de toute la France et beaucoup de la région parisienne. Alors, avec ces femmes, on a aussi d'autres femmes, quelques marchés noirs, quelques droits communs. Il y a 163 politiques, plus 7 marchés noirs et 16 droits communs. En fait, nous avons 186 femmes qui arrivent donc de Mons, qui sont internées au camp de Poitiers. Alors, il y a un enfant, une femme a un enfant de 11 ans qui est avec sa maman, qui est interné avec sa maman. Alors, d'après les renseignements généraux de l'époque, l'état d'esprit de ces femmes est très mauvais. Et il n'y aura pas de changement dans leur état d'esprit en changeant de camp. Hein. Et c'est vrai que dès leur arrivée, ces femmes vont exprimer leur volonté, notamment elles veulent plus de place. Les baraquements sont très étroits, donc elles réclament plus de place. Elles réclament également plus de place dans les dortoirs. Les dortoirs, les gens avaient à peine 2 mètres carrés pour vivre et mélanger hommes et femmes en général dans l'ensemble du camp. Mais là, les femmes réclamaient plus d'espace dans le camp.
Et finalement, le directeur du camp a accepté leurs revendications. Ce sont des militants politiques, syndicalistes et autres, donc elles n'ont pas peur de s'exprimer. D'ailleurs, il le dit au préfet, il le dit que finalement, elles ont un sacré caractère. Et on arrive à élargir, on aménage des baraquements qui étaient évacués, qui étaient en mauvais état, on les aménage et on leur donne un peu plus de place. Donc ces femmes vont se retrouver dans une situation un peu plus confortable, mais dans l'ensemble, le camp n'est pas du tout confortable. Mais elles vont, disons, avoir plus de place que ce qu'elles avaient auparavant. La plus jeune de ces femmes a 22 ans, est originaire d'Ivry-sur-Seine, la plus âgée a 57 ans. Alors, on se demande qu'est-ce qu'elles font là, parce que certaines ont été arrêtées en 40 pour 6 mois d'emprisonnement, d'autres ont été arrêtées en 43 pour également 1 an d'emprisonnement, pas en 43, oui en 43, et finalement, celle de 43 peut s'expliquer, on est en janvier 44, mais certaines ont des, comment dirais-je, ont comment expliquer, des jugements qui ont été pris, dont on pas de jugements, sont des décisions de police, d'arrestation et de mise à internement, et elles sont là depuis plusieurs mois, et soit plusieurs années. Donc c'est une arrestation arbitraire, puisqu'il n'y a pas les règles ne sont pas respectées. Voilà. Alors les conditions de vie dans le camp, eh bien, sont des conditions déplorables. Il y a d'abord le manque d'hygiène, ça c'est certain. On a beaucoup de maladies de peau, notamment la gale, la dysenterie. C'est des questions qui m'ont été posées hier, donc j'y réponds. Donc la gale, la dysenterie, des maladies pulmonaires aussi, parce que bon, il y a quand même de la paille, il y a de la terre, il y a de la boue, et donc les respirations, notamment pour les enfants, ne sont pas très, très confortables. Il y a aussi des rations journalières qui sont insuffisantes, 325 grammes par personne. J'avoue que c'est donc 275 grammes de pain. Le reste, eh bien, c'est de la soupe avec quelques légumes. Donc la vie n'est pas très, très favorable, très confortable, loin de là. Ensuite, l'infirmerie. Alors je vais mettre l'infirmerie, le plan, je reviens au plan. C'est dans l'autre sens. Non, c'est dans l'autre sens encore. Voilà. Donc, vous avez ici donc l'infirmerie qui est en bas à droite. Hein. Alors, l'infirmerie, d'après les infirmières, et alors le médecin, c'est un médecin de la ville qui vient de temps en temps voir ce qui se passe. Les infirmières sont égales. Il y a 2 infirmières, et le médecin, comme les infirmières, trouve que l'infirmerie n'est pas digne de ce nom, et trouve qu'il faudrait y apporter des améliorations. Et la grande amélioration qui manque, c'est la douche. Il reste 1 an avant d'avoir une douche, et quand la douche est créée, elle fonctionne très mal. Et quand il gèle, elle ne fonctionne pas du tout. Donc les internés sont souvent sans douche, d'où les problèmes de dermatologie, la gale et d'autres problèmes. Alors nous avons aussi, bien sûr, il y a les gens malades, mais il y a aussi ceux qui décèdent. Nous avons répertorié pour l'ensemble de la durée de l'existence du camp, 196 personnes sont décédées. Toutes selon les périodes, enfin, on met nomades, je reprends la terminologie du plan, donc les tziganes, juifs, les prisonniers, ou du côté femmes politiques, il n'y en a pas eu. Voilà, donc il y a 196 personnes qui sont décédées au cours de cette période. On en reparlera tout à l'heure pour les... Pardon ? Ils étaient faibles, ces gens-là. D'après mon père, il y a beaucoup de personnes faibles. Ben oui, ils étaient sous-alimentés. Voilà. Ils étaient sous-alimentés, d'où l'importance des colis. D'accord, je vous coupe. Et les bons légumes qu'ils donnaient, c'était des bonnes pommes, mais ce n'était pas des pommes de terre, c'était les pluches. Il disait souvent, mon père, les pluches qu'ils avaient. Allez-y, continuez. Là, les légumes. Pluche de pommes de terre. C'était l'importance des colis. Donc, le rabbin Eli Bloch, avec David Friedman, apportait des colis. Alors, le rabbin est interdit d'entrer dans le camp. Donc, c'est David Friedman qui est entré dans le camp et transportait donc les colis. Et c'est pareil, c'est le père Fleury qui apportait un complément d'alimentation aux tziganes quand il le pouvait. Et voilà.
Donc effectivement, Ouais, c'est vrai, c'est heureusement qu'il y a eu des colis pour essayer de compléter l'aliment des internés. Alors on a parlé hier, alors la cuisine était vétuste, hein, une cuisine, il y avait juste un petit poêle pour faire chauffer de grandes marmites, et il y avait des opérations plus de pommes de terre. Donc on rassemblait les internés qui étaient chargés donc d'éplucher les pommes de terre. Pour les tziganes, hein. Pour les tziganes et même pour les juifs. Ah oui, les juifs, j'ai quelques photos où effectivement nous avons des femmes juives en train d'éplucher les pommes de terre. On a évoqué hier l'école. Alors effectivement, l'école, il y avait 2 classes, surtout la période de 41-42, la période où il y a eu une présence juive plus importante et une présence tzigane également plus importante, puisqu'ensuite, à la fin de l'année 43, on va les déplacer à Montreuil-Bellay. Oui, ils ne sont pas morts, voilà. Et puis après, je vais le dire après. Hein. Alors, d'accord. Non, excusez-moi. Non, mais allez-y. Parce que bon, ils étaient habitués à la misère, les tziganes. Le froid, toujours les caravanes, ils étaient habitués. Et quand je parlais tout à l'heure, il y avait des gens faibles, le mot n'est pas exact. Ils étaient dans des maisons, tout ça, que les tziganes étaient toujours dehors, pas de feu, enfin, toujours la grande misère. Alors le camp pour eux, c'était, le camp, c'était de rester renfermé. Il n'y avait plus de liberté, c'est surtout ça. Autrement, le reste, allez, je voulais dire que je ne m'en rappelle plus. Moi, je me souviens de ce que m'avait dit votre papa. On s'est rencontrés à plusieurs reprises, comme vous le savez. J'ai longuement interviewé, interrogé, et on a souvent échangé. Oui. Et une scène qui m'a décrite, qui m'a beaucoup marqué, il m'a dit, j'avais les cheveux qui se dressaient. Il y avait tellement de poux que l'ensemble des poux... Je voulais pas le dire. Voilà, l'ensemble des poux dressait mes cheveux sur la tête. Je voulais pas le dire. J'avais une colonie de poux sur la tête et on ne pouvait absolument rien faire. Donc le nombre de poux faisait que mes cheveux se dressaient d'eux-mêmes. Voilà, ça avait beaucoup marqué, cette scène m'a beaucoup impressionné. Alors, en ce qui concerne l'école, donc l'école a fonctionné, enfin l'école, je vais préciser, dans l'année 42, juillet 41 à juillet 42. Donc il y avait 2 classes uniques. Une classe unique pour les juifs, une classe unique pour les tziganes. Et là aussi, les enseignants se plaignaient de ne pas avoir le matériel nécessaire pour enseigner. Et donc, elles occupaient les enfants. Et puis, une classe unique, avec le nombre d'enfants qu'il y avait, c'était ingérable. C'était ingérable, donc les instituts faisaient ce qu'elles pouvaient. Alors, c'est pareil pour l'enseignement religieux. Pour les Juifs, c'était pendant l'année 41-42, donc juillet 41, juillet 42. Et ensuite, avec les déportations, les choses se sont transformées, bien sûr. Alors, on arrive finalement aux déportations. Aux déportations des Juifs du Poitou. Nous l'avons vu hier, bien sûr, mais toutes les personnes qui sont là n'étaient pas forcément hier. Je vois que devant moi, il y en a au moins 4 qui n'étaient pas hier sur 7, donc c'est un bon pourcentage. Donc je peux me permettre de reprendre, voilà. Donc nous avons... alors je répète ce que je dis hier. J'ai donc relevé les départs des Juifs à partir de la gare de Poitiers étant internés dans le camp de Poitiers, et j'appelais ça les transferts, parce qu'ils étaient transférés de Poitiers vers Drancy. Et à Drancy, avec les documents de Sarge Klersfeld, j'ai pu vérifier quels sont ceux qui ont été déportés immédiatement et ceux qui n'étaient pas. On pouvait rester, je cite toujours l'exemple du rabbin Eli Bloch, qui arrive en février, qui est interné en février 43 à Drancy, et qui ne sera déporté qu'à la fin de l'année, qu'au mois de décembre. Voyez-vous, il sera resté à peu près 9-10 mois au camp de Drancy. Donc nous avons transfert après transfert. Alors pour les dates de transfert, vous les avez ici. Ça correspond aux enfants, parce que dans ces transferts, il y a également des enfants. Et vous avez donc les dates des transferts, 10 juillet, 5 août, 3 septembre, etc. Et je reviendrai après sur les enfants. Donc voici les dates des transferts. Alors j'ai été interpellé hier par la remarque d'Olivier Banchot qui nous disait « mais il y a eu plus d'internés dans le camp que de déportés ». Alors, la nuit porte conseil, surtout je me suis couché tard, hein, et ce matin levé tôt, donc tout ça
pousse à la réflexion. Je me suis dit, c'est vrai, mais alors il y a quand même des questions qu'il a soulevées indirectement. C'est qu'il y a eu aussi des personnes qui sont sorties du camp. Par exemple, David Friedman est interné en 1941, mais il est ressorti. Il est entré de nouvelle fois interné en 1943. Nous avons aussi les 57 enfants que le rabbin avait sortis en 1941 pour les mettre à Mignouzance. Donc là aussi, ils ont été internés, mais ils sont également ressortis. Les Friedman, donc il y a le double mouvement. Il y a aussi en 1943 des enfants qui sont libérés, à la fin 1942, des enfants qui sont libérés en octobre et en novembre, 29 et 11. Donc en tout, nous avons à peu près 100 personnes qui sont entrées dans le camp, mais qui sont ressorties à un moment donné. Donc il faut éviter le double compte. Je vais m'en expliquer dans la semaine avec Olivier et lui dire effectivement, il faut penser au double compte. Ensuite, nous avons les 196 décès. Là aussi, il va falloir que je regarde sur les 196 décès quel est le nombre de juifs décédés. Et en fait, si on enlève des doubles comptes, on va pouvoir à ce moment-là arriver à une autre question, celle de l'Hôtel-Dieu. L'Hôtel-Dieu, effectivement, l'Hôtel-Dieu, on rentrait pour une appendicite, véritable ou virtuelle, et puis on pouvait s'échapper, grâce au directeur Joseph Garnier, eh bien, d'ailleurs lui-même était, à la fin, fait être arrêté, il a été sauté d'un mur, par-dessus un mur de l'hôpital, pour pouvoir échapper à son arrestation. Donc là aussi, il va falloir analyser, et il n'y a pas d'étude encore sur l'internement à l'Hôtel-Dieu, il faudrait qu'il y ait une étude sur l'internement à l'Hôtel-Dieu pour évaluer les personnes qui, entrées à l'Hôtel-Dieu, ont pu également s'échapper. Et là, on pourra, avec le double compte, plus les évasions de l'Hôtel-Dieu, il sera peut-être possible d'arriver à un compte précis, au compte des fiches que Olivier Banchereau a établies. Et effectivement, pour lui, il y a plus d'internés, je crois qu'il doit y avoir 400 internés de plus que le nombre de déportés. Donc ça peut expliquer entre le double compte, les décès et les évasions de l'hôpital. Voilà. Alors, nous avons les enfants. Hier, je n'ai pas abordé les enfants, c'est le sujet plutôt de cet après-midi. Donc, dans chaque convoi, nous avons des enfants, et le total des enfants représente 449 personnes. Et là aussi, je compte les enfants qui étaient dans le camp et qui ont été internés et qui ont été transférés dans les différents transferts que j'ai évoqués tout à l'heure, vers Drancy, et de là ont été déportés. Je vous ai dit également qu'il y avait, en raison des déportations, il y avait de moins en moins de familles juives pouvant accueillir les enfants. Certes, le père Fleury et toute son équipe va également les protéger en les évacuant à la campagne ou avec Notre-Dame de Sion dans des monastères. Mais pour le rabbin Eli Bloch, en 42, fin 42, il se dit, et si on les mettait dans les maisons de l'UGIF à Paris? Et à l'UGIF à Paris, bien, ils vont être tous arrêtés. C'est la rafle les grandes rafles de Paris, des maisons de l'UGIF, c'est-à-dire à la fin, mois de juin, juillet 1944. C'est-à-dire les derniers transferts, nous aurons en grande majorité des enfants arrêtés dans les maisons de l'UGIF. Donc là, je ne les compte pas, alors qu'ils sont passés par le camp. Là, vraiment, je n'aborde que les enfants déportés qui se trouvaient dans le camp et qui ont subi le phénomène des transferts vers Drancy et voilà. J'avoue que je disais hier soir à table, effectivement, quand il m'arrivait de trouver une maman qu'on envoie à l'Hôtel-Dieu accoucher et qui, 15 jours après, revient dans le camp et repart la semaine suivante avec son bébé dans les bras, j'avoue qu'il m'est arrivé de ne pas pouvoir mettre les pieds aux archives pendant un certain nombre de temps. Parce que c'est une scène horrible. On s'imagine cette maman avec un jeune bébé de quelques jours, de quelques mois, de quelques jours, déporté. Et ça, vous dit, ce sont des scènes qu'on imagine difficilement dans une civilisation qui est la nôtre. Alors, les tziganes ont un sort un peu particulier. Les tziganes ne sont pas déportés en tant que tziganes, mais les Allemands réclament du STO, le service du travail obligatoire,
Et les autorités qui manquent de personnes en âge de faire du STO, c'est à partir de 20 ans, je crois, parce qu'il y a la résistance. Les jeunes préfèrent rejoindre la résistance, se cacher à la campagne, disparaître dans la nature. Et alors qu'il faut remplir, donc on se tourne vers tout ce qu'on peut trouver, donc les tziganes. Le 13 janvier 1943, 70 tziganes sont enrôlés contre leur gré pour l'Allemagne. Et le 21 juin, dans les mêmes conditions, nous avons également 38 tziganes qui sont enrôlés. Et aucun ne reviendra. Aucun ne reviendra, parce qu'ils ont des conditions, vous le disiez fort justement tout à l'heure, physiques déplorables. Ils ne résistent pas aux différents problèmes d'intempéries, de transport. Certains disparaissent avant d'arriver à destination. Et donc nous avons là 108 tziganes qui sont déportés à partir du camp de Poitiers dans les conditions que je viens de vous décrire. Alors là, nous avons bien sûr des tziganes, mais là c'est en masse, c'est en Transnistrie. Alors, si à Tours et en France, la déportation des tziganes est un peu particulière, elle est masquée dans des conditions que je viens d'évoquer, en ce qui concerne l'Europe de l'Est, c'est quelque chose de plus ouvert et de plus massif. Voilà. Parce que, les tziganes, moi je suis tzigane, ils arrêtaient les tziganes avant, ils ont dit que c'était au départ, c'était des espions. C'est pas vrai, des espions. Après, je perds la tête, c'est malheureux. Et après, ils ont... non, je suis un peu étonné. Parce que comme ils voyageaient, ils circulaient, donc oui. Ils observaient ce qui se passait, et on les considérait comme des espions à ce moment-là. Ça dure longtemps. Après, bon, ça n'a pas marché, ça n'a pas vraiment marché. Ils ont dit, bon, c'est des tziganes, c'était malin quand même. Ils ont dit, il faut une maison et un travail. Pour pas aller dans le camp. Par exemple, les forains, tout ça, s'ils avaient un travail et une maison, ils n'allaient pas dans le camp. Et puis alors, bon, ben on va dire les manouches, les vrais, quoi, les gens, ils n'avaient pas de maison, ils n'avaient rien. Et ça, ma grand-mère, après la guerre, Gergeau, c'est vieux ça, elle demande pour sortir du camp. Elle a fait une lettre à la préfecture, elle fait faire une lettre. Elle dit, est-ce qu'on peut sortir du camp? La guerre est finie depuis 1 an, on peut sortir. Et ils ont répondu, oui, si vous avez un travail et un domicile. Ils les ont pris à cause de ça. Non, mais c'est grave, il y a des choses infectes. Je tiens à le dire. Voilà, c'est tout. 2 ans après la libération, le ministre de l'Intérieur demande de faire l'inventaire des personnes encore internées et on trouve 20 tziganes encore au camp de Poitiers. Voilà. Là, je parle de Poitiers. Là. Alors, je disais hier, je le répète encore ce soir, grâce au juge du Poitou, eh bien, le bilan a pu être de la déportation et des persécutions a pu être moins important. Alors, quand je dis 400 personnes, c'est une évaluation personnelle à partir de la correspondance du Père Fleury. Je possède les mémoires du Père Fleury. À partir, je l'ai dit hier, quand nous avons abordé la question des archives, la correspondance du rabbin Elie Bloch. Donc, voilà. Le témoignage de Régine Bredick, sa secrétaire, qui est restée ensuite après l'arrestation du rabbin Elie Bloch. En fait, après l'arrestation du rabbin Elie Bloch, la direction de l'UGIF était assurée officiellement par Régine Bredick, sa secrétaire, mais également avec le Père Fleury. Et Régine Bredick me racontait que pour aller à l'administration préfectorale, plaider pas des libérations, mais un aménagement de sort ou de situation particulière, il y avait Régine Bredick et le Père Fleury. Et Régine Bredick parlait au nom de l'UGIF, et le Père Fleury était là pour confirmer et la soutenir. C'était une jeune institutrice qui se trouve dans cette situation un peu particulière malgré elle, et le Père Fleury a été son soutien pendant ces démarches. Et puis elle-même est passée dans la clandestinité, parce qu'en moment donné, elle-même était menacée, et c'est grâce au Père Fleury, à son réseau, qu'elle a pu être sauvée. Donc autour du Père Fleury, il y avait toute une série beaucoup de militants, enfin de membres de l'Église catholique qui l'accompagnaient. On parlait d'Hélène Durand tout à l'heure, mais elles sont très nombreuses. Il y a celle qui travaille dans la préfecture et qui annonçait qu'il allait y avoir une arrestation. Donc il fallait tout de suite éviter donc, que les personnes soient arrêtées. Et voici ce tableau est significatif. L'année 1942, déportation massive. Les juges se mettent en place. Ils se mettent à sauver, à cacher, à protéger les Juifs. Et ils ont ensuite regardé 1943. Et c'est là, ce tableau est valable pour l'ensemble de la France. On n'a pas bien sûr les mêmes chiffres,
mais nous avons à peu près les mêmes proportions. Donc, en 1943, c'est pareil, les Allemands manquent... Il y avait en France 250 000 Juifs en 1939-1940. 75 000 ont été déportés environ, 75 000. Je ne dis pas environ parce que Serge Klarsfeld n'aime pas beaucoup cette formule, parce qu'il a fait une comptabilité lui aussi très précise. Donc, il y a près de 75 000. Donc, les autres doivent leur vie à tous ces réseaux qui sont en place. Et puis, je parle des chrétiens, mais Joseph Garnier a également son rôle, puisqu'il a, à partir de tel Dieu, il a fait évader certains. Et je dois dire que sans ces justes, anonymes aussi, c'est la voisine qui garde l'enfant. J'ai des scènes où la maman est arrêtée, l'enfant est confié à la concierge, qui le garde et qui ensuite le met à la campagne chez une parente. Voilà, donc il y a ce sont des justes anonymes. Et actuellement, il faudrait peut-être tripler, quadrupler le nombre de justes qui sont officiellement reconnus pour honorer l'ensemble des personnes qui ont aidé les Juifs pendant la guerre. Donc ce tableau est significatif du rôle des justes. Sans les justes, eh bien, la catastrophe aurait été beaucoup plus importante, comme aux Pays-Bas, par exemple, où les justes ont existé, mais ont été moins nombreux, moins actifs, je ne sais pas. Et je dois le dire aujourd'hui, le réseau chrétien a été très important et essentiel dans la protection, plus les anonymes que je citais. On a eu un colloque en juin, le 21 juin, c'était la fête de la musique, et donc je me souviens, Paris était bloqué. Il y a eu un colloque à l'Assemblée présidé par celui qui fut mon maître, René Raymond, à l'université, sur la SNCF dans la guerre. Et j'étais assis à côté de Serge Klarsfeld, et pendant toute la séance, on disait, mais pourquoi n'ont-ils pas arrêté les trains de déportés ? Un seul conducteur de train, Touchard, dans la gare de Montauban, il découvre qu'il a dans son train des personnes qui n'ont rien à y faire, des hommes dans des wagons à bestiaux. Il décide de ne pas conduire le train. Il va bien sûr suspendu, il y aura un certain nombre de décisions contre lui, mais le 21 juin, pendant le colloque 21 juin 2000, eh bien, personne n'a pu dire pourquoi on s'attaquait. Pourtant, les cheminots dans la résistance ont été très importants. Ils ont fait sauter des trains. Alors, en fait, ce qui revenait souvent pour la guerre, c'était se battre contre les Allemands. Donc, chaque fois qu'un train avait des soldats allemands ou du matériel allemand, il est sauté. Mais les internés des camps, effectivement, eh bien, c'était pas dans leur... Ah, bien sûr, il y avait des gestes humanitaires. En plein été, arroser les wagons avec les lampes à incendie. Il y avait effectivement des gestes humanitaires. Mais il y a seul Touchard qui recevra la médaille des justes, mais non pas pour cet acte de bravoure, mais parce que auparavant, il avait offert des uniformes de chefs de gare ou de cheminots à un couple de juifs qui voulaient sortir de la gare et se réfugier. Donc il a été honoré de la médaille des justes pour ce fait-là, et non pas sous cet acte héroïque d'avoir refusé de conduire un train de déportés. Voilà. Alors, je parle des milieux chrétiens, catholiques, mais vous avez aussi dans le sud Vienne et dans les Deux-Sèvres, nous sommes dans la même région, tout un circuit j'ai appelé le réseau pastoral. On allait de presbytère en presbytère et on... Je ne m'entendais pas ? Ah oui, d'accord, je vais arrêter. Mais Patricia n'est pas à côté de moi aujourd'hui, et donc je peux me livrer à mon... Voilà. Tout à fait. Donc, si vous voulez, les pasteurs ont un journal très important pour les faux papiers, la ligne de démarcation qui n'est pas loin, et pas seulement pour les juifs, mais également pour les pilotes anglais, pour les résistants qui voulaient se cacher, donc les faux papiers. Donc, ils ont joué un rôle très important, les réseaux réformés, le réseau donc du sud de Vienne et des Deux-Sèvres. Voilà, je crois qu'on m'a rappelé à l'ordre, et je vais donc... devant un magnifique sourire, Héloïse, je vais donc m'incliner.
J'anticipe les frustrations d'hier. Certaines personnes n'avaient pas pu poser leurs questions et je veux qu'il y ait ce temps d'échange. Mais peut-être, Monsieur Bauer, j'aimerais bien que vous parliez un petit peu de l'association, dire ce que vous faites, voilà, quand est-ce qu'elle a été mise en place et un peu voilà, vos actions. D'accord, bon, je vais dire ce que j'ai emmené aucun papier, je suis vraiment là, bon, c'est pas grave. Bon, moi j'ai comme... Les Juifs avaient la tradition orale. Ils se sont dit, il va falloir qu'on le mette par écrit. Ça a été la Mishnah, le Talmud. Et maintenant, il y a tellement de bouquins, on se dit, il y en a trop. C'est un beau parlement. Donc, vous avez raison de conserver la tradition orale. Ça vous évite d'avoir des bibliothèques très lourdes. D'accord. Je suis pas comme mon voisin. Oui, je voulais dire, bon, j'ai perdu mon père en 2007. J'étais toujours à côté de lui. J'étais vice-président. Et quand j'ai perdu mon père, je peux pas laisser ça tomber. Et Madame Compo, qui habitait à côté du camp, justement. Dans le camp. Oui, dans l'emplacement d'ancien camp. Oui, voilà, juste derrière. Voilà. Elle m'a appelé. Je lui dis ce qu'elle me veut, enfin, peu importe. Et elle me dit, Tony, il faut que tu me fasses une promesse. Ah, je dis, bon, ça dépend laquelle. Elle dit, tu viens de perdre ton père, ça va être des voyageurs, on va dire, qui vont prendre la place, ça va faire tout un bordel. Tout ce que ton père a créé, il faut que tu me donnes la parole que tu vas continuer. Et ça a été dur, croyez-moi, ça a été très, très dur. Et puis, bon, ma foi, pour le devoir de mémoire, tout ça, puis, bon, Poitiers, j'ai entendu parler par ma grand-mère, Gergeau, Montreuil-Bélier, tous ces camps, j'étais toujours à côté de mon père, mais c'était dur quand même. Puis j'ai dit, bon, allez, je le fais. Et puis, bon, maintenant, c'est pour le devoir de mémoire, quand il y a une réunion ou quoi que ce soit, je suis toujours là. Je veille au grain, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. En ce moment, là, ce qui ne me plaît pas à Montreuil-Bellay, c'est un peu le cirque. Mais ça ne me plaît pas. Enfin, peu importe. Et Gergeau, ça commence aussi. Poitiers, il reste qu'un mur. Là, dernièrement, là, quand je fais mon discours, c'est une dame qui m'a appris. Elle me dit, vous voyez, monsieur Bauer, le mur, c'est ce qui reste du camp. Ah, ben, je dis, d'accord. Alors, quoi faire, quoi dire? Moi, je suis petit, je peux pas... Il y a des choses qu'il faut quand même... garder, c'est pas des bonnes choses, mais voir, bon, quand on passe, c'est un camp, il y a des choses graves là-dedans, hein, pas croire. Et puis voilà. Le mur devait se trouver entre la gendarmerie et les magasins. Il devait se trouver dans ce cas-là. Ça a vite été effacé, hein, le camp. Hein. Ils ont vite monté, ça a été très vite effacé. Et là, je combats pour, en ce moment, Montreuil-Bellay, il y a des vestiges, et je peux rien avoir. J'étais avec Monsieur Hollande. Voilà. Même le génocide Zigane a été reconnu en 2016. Personne n'en a parlé. Il y a un génocide, il y a eu des morts. Je sais pas, mais quand même, il y a des choses. Puis dans les voyageurs, il n'y a pas de... C'est pas comme la communauté juive. Ils s'aident beaucoup. Mais dans le monde des voyages, non. Vous comprenez? Faut y être, faut toujours veiller au grain. C'est tout un bordel. Une histoire. Voilà. Bon. Si vous avez des questions. Bonjour. Est-ce que M. Bauer pourrait nous retracer rapidement la vie de son père? Ah, bah oui, ça va être difficile. Hein. Bon, alors, oui, je vous ai bien entendu. Alors, ils ont été pris à Bordeaux, avec les chevaux, tout ça, je ne m'en rappelle plus du nom, à Bordeaux. Ils les ont mis à Poitiers. Enfin, ils ont pris les chevaux, ils ont tout pris, les caravanes, tout ça. Ma grand-mère, mon grand-père, j'avais... Sylvie, ça va une tante, et mon père et mon oncle. Alors, tout ce petit monde, là, ils les ont emmenés à Poitiers. Après, de Poitiers, bon, comme ça n'allait pas, ils sont pas morts. Hein. Il y a mon grand-père, même, je l'ai dit tout à l'heure, il a disparu. Bon, ils allaient bien, ils les ont mis à Jargeau. Jargeau, pareil, ils sont pas morts. Ils étaient tuberculeux, les pauvres, mais enfin, ils sont pas morts. De Jargeau, ils les ont mis à... Non, de Montreuil-Bellay, ils les ont mis à Jargeau. Pas de chance, ils ne meurent pas encore. Vous vous rendez compte? La guerre finie, ils les gardent quand même. Comment on va faire avec ces gitans qui peuvent... On ne peut pas les... Ouais. Alors, à la fin de la guerre, voilà, c'est la vie de mon père et puis de ma grand-mère. Ils ouvrent la barrière et ma pauvre grand-mère, avec ses 3 enfants, à pied de Jargeau jusqu'à Neuville, il y avait de la famille des Boers à Poitiers. Et puis voilà. Ils ont fini, vous savez, tuberculeux dans les sanas.
Et normalement, c'était pas des Français, les Gitans. Mon père, il a fait 6 ans de camp. Il a bien fait le service militaire quand même. Voilà la vie de mon père. Il a combattu toujours pour le devoir-mémoire. Et je dis bien un peu avec Mme Combeau. Grâce à lui, il y a eu la stèle de Poitiers, la stèle de Montreuil-Bellay et la stèle dans le lycée de Gergeau à Orléans, là-bas. Il a fait des bonnes choses. Et les places pour... Il a fait des bonnes choses, mon père. Voilà sa vie. Et je veux que ça continue, quoi. C'est pour sa mémoire, voilà. Et la mémoire de l'ensemble des Tziganes. Ben oui, Dans le Tzigane. C'est pas vraiment une question, c'est juste un petit rappel historique. Concernant les cheminots, avant le 6 juin, il y a eu la préparation de ce qui allait être le débarquement, je veux dire, qui a fait qu'à partir du 6 juin, les cheminots résistants ont fait beaucoup de choses, je veux dire, hein, compte tenu de pouvoir, évidemment, freiner, disons, les mouvements de l'armée allemande. Ça c'est une chose. La deuxième, très simple, enfin, est-ce que vraiment il y a pu y avoir une discussion au sein de tous ces gens-là sur oui, mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire par rapport à ces convois disons, où on sait très bien quand même qu'on véhicule des gens pour, selon la formule, une destination non connue, je veux dire, en particulier à partir de Drancy. Bon, je ne sais pas si ça a vraiment été, disons, élucidé. Enfin, il y a quand même eu quelque chose qui s'est passé, c'est tous les petits papiers qui ont été rédigés par les gens dans les wagons et jetés par quand même ce qu'il pouvait y avoir de fenêtres, hein, si on peut appeler ça des fenêtres, je veux dire, qui sont donc tombés sur les voies, ce que les cheminots ont rapidement compris et qui ont fait en sorte que tous ces petits papiers, on les récupère. Dedans, généralement, il y a des adresses des gens et les cheminots font ce qu'il faut pour que ça arrive, disons, aux familles qui ont ce dernier courrier entre les mains. Oui, je voudrais dire, je n'ai pas mis en cause la résistance des cheminots. Ce sont de grands résistants. Mais leur objectif, c'était l'ennemi qui occupait le territoire, c'est-à-dire les Allemands. Et ça, effectivement, ils ont eu, je dis bien, des gestes humanitaires, et les petits papiers font partie de ces gestes humanitaires. Mais, je vous dis, il n'y a qu'un seul conducteur de train qui a refusé de conduire un train de déportés. Et pendant une journée, nous n'avons pas pu avoir les raisons. Revenait toujours le leitmotiv, nous sommes en guerre, il faut se battre contre l'ennemi. Voilà. Et alors, déportés juifs ou déportés politiques, hein. Les trains de déportés, il y avait des trains de déportés qui traversaient la France dans tous les sens et qui avaient aussi bien des déportés juifs que des déportés politiques. Oui, le camp d'internement de Poitiers est très peu connu des Poitevins et des Poitevines. Il y a une stèle, effectivement, M. Bauer vous l'a signalé. Peut-on imaginer de faire une action pour avoir une reconnaissance, alors je ne sais pas laquelle et sous quelle forme, autre chose qu'une stèle, pour garder en mémoire ce camp d'internement et en fait pour l'avenir des enfants et éviter la récidive de ces atrocités? Effectivement, je pense qu'il faut y réfléchir avec l'ensemble des associations, hein, de combattants et associations de la mémoire, tziganes, juives et autres. Il y a aussi des associations de non-juives et non-tziganes et de résistants et d'internés politiques qui seraient effectivement concernés. Je rappelle que dans la plupart des camps, il y a deux stèles. Une stèle qui a été mise après la guerre en disant ceux-là sont partis des victimes du régime de Vichy. On ne sait pas quelles victimes. Hein. Et ensuite, 15-20 ans après, dans les années 70-80, on commence à préciser qu'il y a des juifs, il y a des tziganes, il y a des prisonniers politiques, des internés politiques. On commence à préciser quels sont les internés de ce camp. Au départ, c'était effectivement, tout le monde avait combattu, il n'y avait pas de déportés juifs ou tziganes, il y avait surtout des déportés politiques. Tout le monde était mis dans cet ensemble des déportés politiques. Il a fallu dissocier, et encore. Donc il y a à Mont 2 plaques, il y a à Poitiers 2 plaques, et je traverse parfois
des petits villages ou des villes. Je vois Saint-Pierre-des-Corps, il y a une grande plaque à la mémoire des gens morts dans la ville, et il y a pêle-mêle des résistants, des juifs. Voilà. Donc là aussi, je n'avais pas à demander au maire de modifier sa plaque, mais il y avait à la Libération une notion de patriotisme politique qui s'affirmait dans cet ensemble de déportation. Je voudrais apporter un éclairage sur Madame Félicia Barbanel-Combeau, dont on a parlé à une ou deux reprises. Il s'est trouvé... C'est une très grande femme. Pour les personnes qui l'ignoraient, elle était donc internée, toute jeune fille, dans le camp. Et il s'est trouvé que bien après, elle a acheté un appartement sur plan et elle a découvert que cet appartement se trouvait sur le site du camp. Madame Félicia Combeau, vous pouvez l'entendre. Oui, je dis bien, vous pouvez l'entendre si vous allez dans le camp des Milles à Aix-en-Provence, où elle témoigne de ce que je raconte et de tout ce qu'elle a vécu. Le camp des Milles a été inauguré par François Hollande il y a quelques années maintenant, et il est très très bien documenté. Et son histoire est un peu différente de celle de Poitiers, mais si vous avez l'occasion, oui, il est plus important, mais si vous avez l'occasion d'aller à Aix-en-Provence, n'hésitez pas à visiter le camp des Milles et vous pourrez entendre Madame Félicia Combeau. Son témoignage a été relaté et transcrit. Elle le mérite. Hein. Voilà. Et alors le fameux mur qu'évoquait M. Boer, quand l'appartement est construit, elle monte à la fenêtre et elle voit le mur, elle se dit « je suis dans le camp ». Voilà. C'est le mur qui indiquait, puisque tous les baraquements avaient disparu, et c'est ce mur qui indiquait vraiment l'emplacement du camp. C'est vrai. Elle ne s'est pas rendue compte, la pauvre. Alors bonjour, je me présente, je suis l'amie de M. Boer. Donc je voulais préciser comme quelque chose, Tony, de la part de ta sœur, qui tient vraiment à ce que ça se sache. Ta grand-mère, elle cachait ton père sous ses robes pour pas qu'on le prenne, pour ne pas qu'il travaille. Et ça, je voulais vraiment le signaler. Voilà. Merci. Je peux répondre. Hein. Oui, vas-y. Parce qu'il avait 10 ans, il était trop grand, et ma grand-mère le cachait pour pas qu'il aille travailler comme un homme. Parce qu'à 10 ans, c'était des hommes. Alors, elle cachait sous ses... C'est costaud, votre papa. Oui, à 10 ans, il cachait. Heureusement pour lui qu'il était costaud. Hein. Parce que c'était chef de famille et c'était... mon père disait mange toujours. Je ne comprenais pas. Il avait peur qu'on crève la faim. C'était dans sa tête. Et tout à l'heure, vous parliez de poux. On était à l'école de la Grande Champion, moi, pas du professeur. On arrivait, moi, mon frère, j'ai perdu mon frère. Ouais. Et il nous cherchait les poux. Et il nous mettait à part, dans le fond de la classe. Monsieur Frodo, à l'école de la Grande Champion. Non, mais je dis... Et par contre, on était premiers. Le certificat d'études, j'ai tout eu, moi. On était premiers de la classe, mais ils nous cherchaient les poux. On en rit. Mais vous savez, quand vous avez 9-10 ans, il y a plein de... Il y a des petites jeunes filles, il y a des jeunes... On est fiers. Et puis ils viennent sur nous. Ça fait drôle. On est à part, on nous cherche les poux comme des bêtes, quoi, je sais pas. Ça m'aide à rester. Voilà. Bonjour. J'avais deux questions à vous poser. Alors, concernant la population finalement de Poitiers, enfin les gens qui devaient habiter autour de ce camp, est-ce qu'on a des témoignages un peu plus précis un petit peu de ce que la population pouvait un petit peu penser, enfin qu'est-ce que les gens, comment les gens considéraient, enfin de vivre finalement dans une ville où il y avait un camp de rétention. Ça c'est la première question. Est-ce que vous avez des éléments? Et la deuxième question est à quel moment le camp a-t-il été détruit complètement? C'est vrai qu'on dit il reste un morceau de mur, il y a cette plaque. Il y a certains camps où on a fait en sorte de garder une mémoire plus vive en pouvant maintenir finalement un camp. Bon, et ça fait penser un peu à ce que disait monsieur, avec peut-être une mémoire encore plus vive et plus réaliste par rapport aux générations successives. Est-ce que vous avez des éléments, monsieur Lévy? Bien sûr. Alors, je crois que la première question a été évoquée hier et on a expliqué que pour aller à la gare de Poitiers, il fallait donc descendre la grande avenue, longer le Clin pour ne pas traverser la ville et effrayer la population, et puis aller à la gare. Il y avait parfois des camions GMC, mais pas toujours, à disposition. Et donc, la population s'en rendait compte. Et quand je dis que le père Fleury s'est mis à disposition du rabbin Libloch à ce moment-là, mais je pense qu'il y a une prise de conscience de ce qui se passait, parce que, bon, même si c'était pas aussi habité qu'aujourd'hui, mais quand on avait traversé le pont pour longer le Clin, nous étions là, nous sommes toujours
pas loin du centre-ville. Et en plus, il y avait quand même l'évêché qui était pas loin, donc voilà, c'était quand même assez visible. Et la population s'est émue et s'est mise à disposition de ceux qui organisaient cette forme de résistance, c'est-à-dire le père Fleury, Hélène Durand et d'autres autour d'eux. Alors la deuxième question, le camp. Alors, le camp se libère autour de l'été 44. Autour de l'été 44, il y a eu le 6 juin 44, quelqu'un l'a évoqué. Donc les gardiens commencent à se méfier, tout le monde se méfie, et puis on laisse les gens se débrouiller, et donc tout le monde part. Le camp se libère de lui-même, sauf une vingtaine de tziganes qui restent là. Alors on hésitait, et c'est assez amusant, on a failli y mettre un lycée technique dans ces baraquements. Il faut penser aussi au contexte d'absence de moyens, hein, de pénurie de moyens, de pénurie importante, puisque je rappelle que les tickets de restaurant, de rationnement ont fonctionné jusqu'en 49. Voyez-vous? Donc jusqu'en 49, il y avait des tickets de rationnement. Merci. Voilà. Donc on a hésité à mettre un lycée. Et finalement, ça a été une compagnie de CRS, la CRS 81, qui est restée là pendant quelques temps. Et puis, au bout de 2 ans, eh bien, elle est partie ailleurs parce que le confort n'était pas toujours amélioré. Et donc, le camp est tombé en désuétude. Il y avait encore dans les années 80, il y avait encore à l'angle ici, ah oui, donc à droite, en haut à droite, vous aviez encore un garage avec un baraquement. Vous avez ensuite, il restait ce baraquement qui a disparu, donc on n'a plus de témoignages comme dans d'autres camps, on n'a plus de témoignages de la présence donc de ce camp. Alors bien sûr, nous avons l'artère centrale qui est devenue l'allée du Père Fleury, qui est l'artère centrale qui remonte d'un bout à l'autre. Derrière les archives, nous avons effectivement l'allée du rabbin Elie Bloch, qui a été inaugurée en 1997. Il y avait les anciens enfants qui avaient pu échapper et qui avaient été cachés par des milieux chrétiens ou par d'autres milieux à la campagne, et qui étaient là. Il y avait une douzaine d'enfants qui étaient venus lors de l'inauguration de cette allée Elie Bloch. Il y avait même des éclaireurs israélites qui campaient dans la région et qui sont venus donc accompagner cette inauguration. Et puis ensuite, il y a eu donc l'allée de Félicia Barbanel, qui n'est pas très loin, et l'allée bien sûr, de Jean Boer également. Donc nous avons autour de ce camp toute une série de lieux de mémoire. Le camp est un lieu de mémoire, l'artère Jean Fleury est un lieu de mémoire parce qu'elle est en plein centre du camp, mais tout autour du camp, nous avons donc ces lieux de mémoire qui sont là et qui nous rappellent la présence, l'existence de l'emplacement du camp qui débordait. Olivier Bonchereau me disait, je crois que là où je suis, il devait avoir un mirador, où se trouvent les archives. Dans son bureau, il pense qu'il y avait sans doute un mirador qui était pas très loin de son bureau. Et je voulais vous poser une question. Oui, on voit les miradors dans les petites croix. Oui, excusez-moi. C'était les Allemands dans le mirador qui gardaient le camp, non? Alors, justement, je n'avais pas abordé cette question. Les gendarmes étaient à l'extérieur, gardaient le camp, mais le camp était géré par du personnel recruté par la préfecture. Alors, généralement des anciens militaires ou des gens qui étaient au chômage et qui ont trouvé un job à ce moment-là. Et dans les miradors, ce ne sont pas les Allemands, mais c'était des gardiens de camp. Vous avez répondu à ma question. Oui, je voudrais apporter un témoignage par rapport à mon père qui a fait un court séjour dans ce camp, puisqu'il était réfractaire au STO. Il a été arrêté le 7 mai 1943. Il est revenu d'Allemagne le 11 avril 1945, pesant 45 kilos. Il est resté 3-4 jours dans ce camp et j'aurais une question à vous poser par rapport aux STO qui sont passés à l'intérieur. Et j'ai envie de dire aussi l'antagonisme qui a existé entre les différentes associations de déportés politiques et de déportés du service du travail obligatoire, puisque après la guerre, l'association des déportés du travail n'a pas pu continuer
d'obtenir cette dénomination puisqu'elle s'est appelée victime du service du travail obligatoire. Donc ma question est simple, est-ce qu'on connaît le nombre de STO qui sont passés dans ce camp et vers quelle destination? Écoutez, parmi les internés, il n'y avait pas de catégorie STO bien précisée. Hein. Ils étaient peut-être dans la partie prison. Hein. Donc là, c'était géré par la prison de la Pierre-Levée. Donc je n'ai pas retrouvé l'origine, les raisons de leur internement. J'ai pu, pour les femmes politiques, avoir les dossiers, consulter les dossiers et savoir connaître la durée de leur jugement et donc des décisions judiciaires qui ont été prises à leur encontre. Et je me suis interrogé pourquoi, après 6 mois d'internement dictés par les juges ou par l'administration, ces femmes n'étaient pas encore sorties. Donc c'est finalement un prétexte pour avoir une arrestation arbitraire sur une durée arbitraire, bien sûr. Hein. Voilà, alors c'est vrai que la déportation du travail, je le mets dans mon ouvrage entre guillemets, parce que c'est un terme qui n'est pas accepté. Mais comme vous le disiez, votre père est revenu en pesant 45 kilos, parce que bon, le STO n'était pas non plus une colonie de vacances, comme le disait mon voisin. C'était un travail difficile, dans des conditions difficiles. Et bon, mais il y a là effectivement une dénomination qui est refusée par l'administration et sous le poids peut-être la pression d'associations. Je n'entre pas dans le débat, bien sûr, c'est très complexe. Oui, je voulais revenir sur l'autre question. Oui. Plus forte qu'avec votre masque, ça atténue votre voix. Oui, je voulais vous demander ce que vous pensez de l'affiche qui est faite à Mont-sur-Gaine, à l'Historial du Poitou, sur justement le camp de la route de Limoges. Il est écrit sur cette fiche que ce sont les Allemands qui ont créé ce camp. Donc moi, ça m'a un peu choquée étant... Qui est-ce qui a publié cette fiche? C'est à Mont-sur-Gaine, au mémorial du Poitou, c'est comme ça que ça s'appelle. Je ne suis pas au courant, j'avoue que... Alors moi, ça m'a surpris parce que je connais quand même des familles tziganes qui ont été internées, enfin dont les parents ont été internés. Fait par les Allemands, il n'est pas fait mention du tout de l'État français ou de... Du décret d'Aladier mettant les dangereux étrangers... Alors je pense que vos compétences et votre statut devraient permettre quand même de discuter sur ce sujet en tant qu'historien. Mais nous avons surtout une association qui s'appelle Mémoire et Vérité et qui va s'emparer Je peux vous donner la photo du texte. Quitte à ce que j'aille ensuite faire une conférence, Daniel et Michel, dans ce village ou cette ville, leur expliquer la réalité historique de l'origine du camp. Je vais vous donner la photo du texte. Merci. Daniel. C'est très émouvant de parler des tziganes et d'en parler dans ce contexte. L'âme tzigane est liberté, l'âme tzigane est musique. Comment, Monsieur Bauer, quel comportement les tziganes enfermés, quel comportement ont-ils adopté? Le comportement, enfin, ils étaient libres, ils étaient sauvages, ils étaient très peureux. La peur du gendarme, bon, je connais, je suis né là-dedans. Vraiment, ils voyaient un gendarme, ils respectaient le gendarme, ils avaient peur du gendarme. C'est pas comme maintenant, enfin, peu importe. Et puis, mais non, mais je tiens à le dire quand même. Hein. Et puis, bon, ben, c'est comme une poule qui est... Enfin, comment on va dire? Eux, c'était le contraire. Et c'est toujours la liberté. Bon, ben, toujours dans les... C'est la liberté complète. Et puis, même le camp par lui-même, il n'y a pas de... Et moi, je ne vais pas être dans les camps. Quand je vais faire un discours comme à Montreuil-Bellay, je vois des barbelés. Et mon père ne voulait plus voir ces barbelés. Je ne sais pas pourquoi... il y a beaucoup de liberté... Enfin, de renfermer un homme dans un camp, même ça, avec des gamins, tout ça, c'est pas beau, monsieur. Voilà, tout simplement. C'était des... Et puis, il y avait la mort des enfants, ils pouvaient ouvrir les portes et tout. Un tzigane n'est-ce pas, les enfants. Ils en ont vu pendant la guerre, quand même. Ils ont fait des vacheries, hein, je vous assure. Je n'ai pas grand-chose à vous dire de plus. Voilà. C'est un peu... voilà.
Bonjour. Moi, je voudrais faire juste 2 remarques. Une première remarque, à savoir que tout à l'heure, quelqu'un a demandé ce qui s'était passé sur Poitiers. Alors, comme vous le savez peut-être, les archives du Vatican viennent d'être ouvertes. Et avec l'autorisation du pape François, et particulièrement ce qui concerne le pape Pie XII, auquel il a été reproché le fait d'être trop germanophile, disons, et de ne pas avoir assez protégé les Juifs. Alors là, contrairement à ce qu'on a pu attendre, Limor Yagil a étudié les 19 diocèses en France avec leur évêque, ce qui s'était passé, et c'est extrêmement passionnant. Et particulièrement, il y a un chapitre qui se trouve sur Poitiers, en dehors du réseau Renard, en dehors du Père Fleury, en dehors, elle explique, elle donne des noms de prêtres, des noms de religieuses, ce qu'elle faisait, ce qui s'était fait à Poitiers. Et je vous conseille vraiment à tous de le lire. Je ne sais plus le titre exact, Daniel va peut-être nous le donner. Si, c'est comment les catholiques ont sauvé les Juifs. Voilà. Et Limor Yagil, historienne franco-israélienne. Et qui a beaucoup travaillé avec le musée de la Shoah à Paris, avec Yad Vashem à Jérusalem. Et voilà, donc c'est vraiment très, très intéressant. Et ça recoupe un peu ce que l'on savait de bouche à oreille à Poitiers par des amis qui travaillaient, dont la tante travaillait à la préfecture, qui avait fait de faux papiers et qui a été plus ou moins qui a été prise, dénoncée. Elle n'est pas partie en camp de concentration parce qu'il n'y avait pas assez de papiers justificatifs, mais elle a été enfermée à Bordeaux, au fort du Bas. Alors, ma deuxième remarque, c'est avec Daniel, on est allé voir des amis dans le Cantal, on est allé voir des amis dans le Cantal et on s'est arrêté dans un certain nombre de petits villages, Daniel, à Crau, et à plusieurs endroits où il y avait des plaques. Des plaques d'ici sont parties, ont été raflées, etc., avec les noms, avec les dates. Un autre village, dont j'oubliais le nom, il y avait le monument aux morts pour la guerre de 14, la dernière guerre, et pour l'Algérie et pour les Juifs. Et pour ce qui est de la pose des plaques, j'ai derrière moi mon ami Paul Curul, qui vient de faire un travail exceptionnel sur son petit village. Je vais lui laisser la parole. Mais contrairement, malheureusement, à ce qui s'est passé pour Poitiers avec l'institutrice, c'était vraiment formidable, le film hier. Et il faudra nous dire où est-ce qu'on peut le voir, parce que ça n'a pas été précisé. Le revoir, ça nous ferait très plaisir. Sur YouTube, vous tapez le nom de l'école sur YouTube et vous avez le... Ah bon, d'accord, je vous remercie. Et donc, Paul va vous dire en quelques mots ce qu'elle a fait par rapport à la plaque. Ça fait 5 ans maintenant qu'une plaque a été posée. Non, c'est peut-être hors sujet. Non. Dire, Paul, ce que tu as fait. Brièvement, mais il faut le faire. Là, justement, ça peut peut-être répondre à la question qui a été posée tout à l'heure, comme de savoir comment on pouvait faire pour réveiller une mémoire. Moi, je suis issue d'un petit village de Gironde où j'ai mis à jour la déportation d'un petit village de 656 habitants dans lequel 28 juifs ont été déportés à Auschwitz, dont la moitié d'enfants. Et j'ai dû vaincre bien des écueils, et en particulier, j'ai beaucoup aimé ce qui s'est dit sur l'importance vitale des archives et des archives municipales. Les archives municipales avaient disparu totalement dans ce village où je suis née. Et je suis née en janvier 1944, au moment où les enfants étaient arrêtés. Eh bien, j'ai réussi, grâce à la complicité, enfin non pas la complicité, l'aide active du maire, à retrouver dans un vieux placard les archives sous les toiles d'araignée. J'ai passé des mois et des mois à tout trier, à reclasser, à coter. Et là, j'ai trouvé une mine extraordinaire. Tous les documents concernant 39-44 avaient été parfaitement conservés par la secrétaire de mairie que j'ai bien connue. C'est à partir de ça que j'ai pu faire mon ouvrage. Et
aussi faire installer une stèle, malgré le conseil municipal, mais avec l'aide du maire, et je dirais pas malgré, mais hélas, avec l'absence de la directrice d'école, de l'école, du collège, alors que des enfants ont été arrêtés dans ces classes en décembre 1943 et sont tous morts à Auschwitz, dont un petit enfant d'1 an et demi. Je pensais à ce que vous m'avez dit. J'en ai été malade quelques mois, il a fallu que je me soigne parce que c'était très dur. Voilà. Donc là, la conclusion, c'est pour répondre à votre question, la volonté indéfectible d'une personne, en ayant trouvé des alliés que sont les associations. J'ai travaillé avec une association aussi de Libourne qui a fait un travail remarquable sur la mémoire. Et en trouvant quelques élus, c'est important, en trouvant quelques élus qui veuillent bien donner un coup de pouce, et les archives départementales et municipales. Ce sont les 3 conditions pour arriver, mais au départ, il faut une initiative individuelle. Ça s'appelle le virus de la recherche. Il est plus pacifique que le virus que nous avons connu. Je rajoute simplement une chose que Paul n'ose pas vous dire, c'est qu'elle continue, pour les rescapés, à correspondre avec eux et à faire des choses. Voilà. Donc. Et il y a eu l'évocation. Alors, c'est les 2 tables rondes, celle d'hier et celle d'aujourd'hui, vont être mises en ligne sur la chaîne YouTube de l'Espace Mendès France. Ça veut dire que pour celles et ceux qui veulent voir le film qui a été fait par Patricia Duchadeuil avec ses élèves, vous pourrez le trouver sur le lien de la table ronde d'hier. Voilà, je vous remercie, messieurs, pour vos prises de parole et vos témoignages. Je cède la parole à Daniel Hoffnung. Merci. En quelques mots, je voudrais vous parler de notre association Mémoire et Vérité. Alors, je m'en excuse pour ceux qui étaient déjà là hier, mais je vais bien sûr redire la même chose. Elle est née en janvier 2001 en réaction à l'éditorial du bulletin départemental de l'Ordre des médecins, donc de la Vienne, daté du mois d'août 2000, et il y était écrit, je cite, « Un ordre a effectivement été institué en 1940 afin de soustraire les médecins français à des déportations et au fait que leur soient ainsi imposées les pratiques médicales discutables alors en vigueur en Allemagne. Ne peut-on pas imaginer que le pire des gouvernements ait quelques bonnes idées ?» Fin de citation. Pour les plus jeunes d'entre vous, qui l'ignorent peut-être, l'Ordre des médecins a été, lors de sa création, donc le 7 octobre 1940, l'instrument de l'asservissement des médecins au gouvernement nommé par Philippe Pétain et de la politique raciste d'exclusion des médecins juifs. Vous avez pu, depuis de nombreuses années, entendre ce type d'allégations révisionnistes et bien d'autres, malheureusement, notamment pendant la dernière campagne présidentielle. Elles ont pour but de rendre en apparence présentables des mesures conçues pour restreindre les libertés, asservir des catégories de population, quand ce n'est pas pour appeler à la haine de l'autre, voire au meurtre. L'objet de Mémoire et Vérité est de veiller au respect de la vérité historique, et on sait que cette vérité historique peut évoluer, et de dénoncer et combattre par tous moyens légaux et démocratiques les idées négationnistes et révisionnistes, notamment d'inspiration raciste et antisémite. Vérité historique basée sur les archives, les faits, les témoignages, et faisant l'objet d'un consensus large parmi les historiens. Je voudrais maintenant remercier tous ceux qui nous ont aidés et soutenus, et donc au nom des adhérents de Mémoire et Vérité, puis en mon nom personnel, je remercie vraiment sincèrement Monsieur le Préfet de la Vienne, Jean-Marie Gérier, qui nous a fait confiance et a accordé son haut patronage à cette manifestation, Monsieur le Président du Conseil départemental, Alain Pichon, qui avec Olivier Banchereau, qui était présent hier, médiateur aux archives de la Vienne, a permis la présentation de l'exposition sur les camps d'internement. Didier Moreau, directeur de l'Espace Mendès France, qui nous a encouragés dans notre action et mis à notre disposition cette salle ainsi que la salle d'exposition.
Ces remerciements s'adressent bien sûr aussi à toute son équipe, notamment à Héloïse Morel, ici présente, Edith Sirot, Anne Clermont et l'équipe des techniciens pour leur conseil avisé et leur accompagnement pendant tout le montage de ces 2 conférences. Bien sûr, un grand merci aux conférenciers, Paul Lévy, Tony Bauer, Sylvain Potier-Leroux, et puis hier, Patricia Duchadeuil et Olivier Banchereau. Enfin, merci à vous toutes et tous, sans qui cette manifestation n'aurait pas tout son sens. Et pour terminer, si certaines ou certains d'entre vous souhaitent soutenir notre action et adhérer à l'association, eh bien, nous mettons à votre disposition quelques bulletins au bord de la table. Bonne soirée à tous et merci encore de votre présence.